il est temps pour moi de vous raconter l'histoire d'un des combats navals les plus impressionnants et les plus épiques de la guerre de sécession. Un duel qui opposa deux monstres lors d'un duel épique. Commençons par les présentations. À ma droite, j'ai le CSS Virginia du côté confédéré, une ancienne frégate nordiste récupérée par les sudistes, transformée en un navire d'un nouveau genre, un monstre cuirassé, uniquement propulsé à la vapeur sans le moindre mât, ni la moindre valle et dont la cuirasse permet littéralement de faire ricocher les boulets ennemis. Côté Union, à ma gauche, nous avons le USS Monitor, une planche à pain blindée surmontée d'une tourelle aux multiples canons destructeurs. Mais ce ne sont pas les seuls partis en présence, car au cours de cette bataille, au cours de ce duel, il y a aussi les Français et les Britanniques qui sont venus assister, d'une part à la solidité du blocus Anaconda dont on parlait, mais surtout des capacités des sudistes à briser ce dernier. Alors maintenant, un petit peu de contexte. Et pour mettre du contexte, ce que je vous propose, c'est qu'on parle du navire français, le Gassendi. Le Gassendi, c'est un navire français qui est venu voir justement un petit peu comment se passe le blocus, si on va pouvoir continuer à faire du commerce ou non. Le 8 mars 62, les Français sont invités par les Confédérés à aller visiter ce que il est appelé curieusement le Merrimack, à savoir le fameux CSS Virginia. Sauf que les Fédérés savent que les Français vont débarquer et vont envoyer des gros navires pour péter la gueule des Confédérés pour pas que les Français s'allient avec eux en fin de compte. Alors ce que je vous propose, c'est que plutôt que de vous faire un descriptif de ce qui s'est passé, on va laisser le commandant du Gassendi le dire lui-même. Je cite. Tout semblait donc désespéré le 8 au soir, et une panique générale semblait s'être emparée des esprits. La terrible machine de guerre, si souvent annoncée, était enfin apparue, et, en une heure à peine, avait détruit 2 des plus forts navires de l'Union, fait taire de puissantes batteries de la côte, et vu fuir devant elle le reste des forces maritimes qui, la veille, bloquaient pourtant les 2 rivières. Bilan, au soir du 8, c'est 1 point pour les Confédérés. Mais c'était sans compter la présence du navire précédemment cité, le fameux Monitor. Et c'est donc le dimanche 9 mars 1862 que commence le duel. 8h25. Premiers échanges de tirs. Le duel va durer près de 2h30. Plus agile, le Monitor tourne autour de son adversaire. Il n'a que 2 canons contre 10, mais sa tourelle lui permet de tirer dans toutes les directions. Alors que son adversaire, lui, doit évoluer pour que ses canons latéraux puissent porter. 2 heures plus tard, 10h57, le Monitor essaye d'éperonner son adversaire, cherchant à endommager l'hélice et le gouvernail. Mais il rate de peu sa cible. 11h05, le Monitor doit remonter des munitions dans sa tourelle. Il s'écarte en eau peu profonde où le Merrimack, dont le tirant est double, ne peut pas le suivre. Pour pouvoir assurer le passage entre le fond et la tourelle, il faut manœuvrer celle-ci pour aligner la trappe qui est à la base de la tourelle et celle du pont. Ensuite, on monte les boulets. Chacun fait 77 kilos. C'est une tâche exténuante, même s'il existe des sortes de berceaux en bois pour porter ces boulets. 11h30, le combat reprend entre les 2 cuirassés. Le Merrimack s'échoue à 11h35 sur un banc de vase, toujours sur le feu de son adversaire. 12h05, le Merrimack se dégage et essaye d'éperonner les Monitors, sans succès. 12h10, le commandant Worden du Monitor est blessé. Un obus s'est en effet éclaté sur la fente de visée derrière laquelle il regardait. Le blindage résiste, mais des particules sont projetées dans ses yeux. Aveuglé, il laisse le commandement à son second qui est dans la tourelle où il dirige le tir. Le temps qu'il arrive et donne ses ordres, le Monitor s'est éloigné cap au nord sur un haut fond. 12h30, la marée descendante fait renoncer le Merrimack à poursuivre son adversaire qu'il croit en fuite. Il regagne les lignes sudistes. 13h30, le Monitor, sans adversaire, décide d'aller mouiller devant Fort Monroe. Petit descriptif donc rapide de cette bataille. Alors, au final, en fait, chacun des 2 adversaires sera persuadé d'avoir fait fuir l'autre, mais le combat entre ces 2 cuirassés reste du coup sans vainqueur. Toutefois, après quand même analyse de la bataille, on se rend compte que dans l'ensemble de la bataille de navale, donc les 2 jours, je vous ai parlé que du 2e jour, j'avais prévu tout un truc sur le premier, mais j'ai laissé un peu tomber, les sudistes ont clairement l'avantage tactique puisqu'ils ont infligé plus de pertes qu'ils n'en ont subi. En effet, au total, on a 2 frégates détruites, 261 morts, 108 blessés côté Union, contre seulement une canonnière endommagée, 7 morts et 17 blessés côté Confédération. Pourtant, les forces nordistes en présence étaient le double des forces sudistes, soit 6 navires contre 3 navires. Donc très clairement, c'est une victoire navale confédérée. Pourtant, ce combat n'aura quasiment aucune conséquence sur le conflit en cours, car le blocus ne sera pas réellement forcé puisque d'autres navires reviendront. La France et le Royaume-Uni, observateurs de la bataille, décideront finalement de rester neutres parce que bas les couilles. En revanche, dans l'histoire de la guerre navale, c'est une forme de tournant puisque c'est la première fois qu'on a 2 gros cuirassés entre guillemets modernes qui vont s'affronter.
prouvant par là même la vulnérabilité et l'inefficacité des bateaux en bois et des bateaux à voile, finalement, et l'obsolescence de ce type de navire, forçant ainsi les puissances européennes à tenter de se mettre à jour aussi, ce qu'elles arriveront bien évidemment très facilement. Petite évocation aussi un peu rapide pour cette chronique, je voulais en faire une à part entière, mais il n'y avait pas grand chose à dire dessus finalement. Les confédérés, pour tenter de détruire le blocus, ont également créé une sorte de pseudo-sous-marin, qui n'en est pas vraiment un, mais un peu quand même, qu'on appelle le David, dont le but était de placer des mines sur les bateaux nordistes pour les faire péter, et ensuite pouvoir du coup faire venir les navires marchands d'Europe. Le truc a coulé une fois, puis ensuite ils l'ont retapé, il a coulé une deuxième fois, donc il n'a pas vraiment servi. Mais techniquement, c'est l'une des premières tentatives d'armes sous-marines de l'histoire de l'humanité. Et du coup, ça va nous permettre de rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, les gars, donc Franck et Léo. Cette idée que la guerre de sécession, c'est une guerre moderne, je pense qu'elle transparaît aussi beaucoup à travers l'idée des changements au niveau de marine. Le Moniteur, si vous allez voir son design, pareil pour le Merrimack, on dirait des navires d'un univers steampunk. Et honnêtement, visuellement, c'est vachement stylé. Voilà. Et sur ce, je terminerai sur ça. Et je vous parlerai d'une autre bataille navale, mais ce sera après qu'on ait parlé d'autre chose. Alors oui, soit dit en passant, vous avez un album des Tuniques Bleues qui parle du coup à la fois du David et à la fois du combat du Monitor et du Merrimack. C'est les Bleus dans la marine qui parlent du coup de cette bataille navale, et l'épisode Le David, qui est aussi un épisode du coup qui parle du David. Rappelez-vous, les Tuniques Bleues sont une très bonne bande dessinée, et je vous invite vraiment à la lire, parce que quand j'étais gamin, j'ai appris plein de trucs grâce à cette BD, justement, sur la guerre de sécession. Mais bref. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté, et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.